Salut l'équipe, c'est Inès de Street Press. Il y a 3 ans, j'avais publié une grosse enquête en 3 volets sur l'argent du rap. À l'époque, j'avais parlé avec des managers, des patrons de labels, des artistes, des tourneurs, et tous m'avaient expliqué qu'en festival, il y a moyen d'avoir de très jolis cachets pour les artistes. Aujourd'hui, on va parler chiffres. Combien il faut mettre sur la table pour avoir Aya Nakamura, Damso ou même Gazo. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on est sur des très très gros chiffres. Et en attendant, je vais vous expliquer comment le rap s'est imposé en festival. Premier constat, le rap est partout en 2023. Regardez, je vous ai fait un petit top des artistes qui tournent le plus cette année. Meryl et Damso sont à l'affiche de 16 festivals, 17 pour Tiakola, 19 pour Big Flo et Oli qui sont à égalité avec Lorenzo, et c'est Hamza qui est en tête avec 21 festivals. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Regardez, je me suis amusée à prendre des affiches de 2013, ça fait 10 ans. On commence avec les Vieilles Charrues. Ça se passe dans le Finistère et c'est l'un des plus gros festivals de musique en France. Il y a 10 ans, en tête d'affiche, il n'y avait que Kenny Arcana. Sur l'affiche des Solidays, toujours en 2013, on a Kerry James, Orelsan et encore une fois Kenny Arcana. Et si on veut essayer une dernière affiche, on peut prendre celle des Ardentes en Belgique, où il y a 1995, DC's et Big Flo et Oli. 10 ans plus tard, aux Vieilles Charrues, on est passé à une dizaine de rappeurs et de rappeuses. Pour les Solidays, c'est carrément une quinzaine. Et les Ardentes, c'est carrément devenu le plus grand festival de rap francophone. Il n'y a pas assez de place sur l'écran pour vous mettre tous les noms. Pourquoi ça a autant changé en 10 ans ? Je me dis que le meilleur endroit pour répondre à cette question, c'est les Ardentes. Alors on y va, je vous emmène. Les Ardentes, c'est devenu le rendez-vous annuel du rap francophone. Ça se passe en Belgique, à Liège. C'est 20 millions d'euros de budget, dont 8 pour la programmation des 157 artistes. Celui qui décide ici qui est à l'affiche, c'est Jean-Yves Remond. Il est programmateur des Ardentes depuis 2007. Quand on allait par exemple parler à des médias français, on leur disait « Ah, il faut venir à Liège, c'est un festival vraiment intéressant, il y a une super ambiance ». Mais on sentait bien qu'ils nous disaient « Oui, mais des festivals comme le vôtre, quelque part, avec des têtes d'affiche comme Stromae, Dionysos, Olivia Ruiz à l'époque, ou Chaka Pang, il y en a un petit peu, il y en a partout dans toutes les régions, donc pourquoi est-ce qu'on parlerait spécifiquement des Ardentes ?» Et on s'est dit « Ah oui, effectivement ». Donc on a réfléchi, en 2015, c'est toujours l'année charnière, on s'est dit « Voilà, on remarque qu'il y a un nouveau public qui commence à venir aux Ardentes pour le hip-hop ». Et qu'en même temps, on était dans une période où il y avait une nouvelle scène hip-hop qui arrivait avec des artistes comme Kendrick Lamar, A$AP Rocky, mais aussi la scène belge qui arrivait. On s'est dit, on va faire cette année, on va prendre le pari du hip-hop, on va mettre Kendrick Lamar en tête d'affiche, Nicki Minaj, A$AP Rocky, et on va faire ce choix et on va proposer une affiche 100% hip-hop, musique urbaine, rap. Mais ça ne veut pas dire que programmer du rap en festival, c'est la recette magique. Ça a été d'abord dur parce que notre public historique n'a pas compris. Quand on a annoncé la venue de Kendrick Lamar pour la première fois en 2015 comme la plus grande tête d'affiche de l'histoire du festival, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas compris, qui ont dit mais on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'est pas familier. Voilà, donc ça a été une période un petit peu difficile où on a connu un recul de public malgré ce choix de se concentrer sur les musiques urbaines. Et je crois que maintenant, on en récolte les fruits et on en est très heureux. D'autres festivals comme Rock en scène ont carrément fait machine arrière sur le rap. Pour vous expliquer, il faut remonter en 2018 et à l'époque, c'est PNL qui fait son grand retour. Ils sortent le clip à l'ammoniac, 8 millions de vues en 48 heures. L'année d'avant, après une tournée des Zéniths, ils avaient enchaîné 2 dates à Bercy. Bref, quand le festival Rock en scène les programme fin août 2018, ça a l'air d'être un joli coup. Eh bien en fait, pas du tout. Les critiques pleuvent sur le festival. Rudy Aboab, qui est le programmateur de Rock en scène, s'est expliqué dans une conférence de Paris Hip Hop sur les concerts de rap. Donc on y va, on se dit on fait PNL, grande scène à Rock en scène. Bon, déjà on se prend quelques petites insultes sur les réseaux sociaux du public, de la fanbase de Rock en scène qui comprenait absolument pas pourquoi. On programme sur la grande scène, en clôture, le groupe qui en plus était à cette époque le groupe le plus scindant dans le rap. C'est-à-dire même dans le rap, il y avait les pour, les contre PNL, là c'est bien ou pas PNL, etc. Et j'ai commencé à tilter quand j'ai vu ma nièce de 13-14 ans qui était là, elle me disait mais c'est quoi un festival en fait ?
Et en fait, on n'a pas rencontré le public de PNL ce soir-là. Résultat, le festival n'a programmé aucun rappeur en 2023. Faut quand même rappeler qu'à la base, les festivals sont plutôt rock, et ça se retrouve même dans leur nom. Les Eurocaines, la Route du Rock, ou encore Garo Rock. La plupart des festivals sont créés dans les années 2000. À l'époque, les plus grands groupes s'appellent Nirvana, Red Hot Chili Peppers ou Radiohead. Et les festivals ont collé à cette tendance. Mais les années 90, c'est aussi l'éclosion du rap, avec NTM, IAM, le Secteur A, Saiyan Supa Crew, MC Solar. Mais à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour le rap en festival. Pour parler de ça, j'ai été voir Vislo aux Ardentes. C'est un des anciens membres du Saiyan Supa Crew, le groupe derrière le tube Angela. Aujourd'hui, il est devenu coach scénique pour des dizaines de rappeurs, comme SDM, Tiakola ou Solalune. Dans les années 2000, on faisait partie des rares groupes, même des premiers groupes de rap à performer dans ce type de festival. Et après, c'était grâce aux mélodies qu'on pouvait avoir, la musicalité, grâce au beatbox, grâce à la phase un peu reggae. On touchait un peu d'autres styles que le rap. Beaucoup de programmateurs étaient frileux de programmer du rap. Il y avait une question esthétique. Il y avait aussi une question, à l'époque, faire des concerts rap, ça craignait. Ça craignait. Des fois, il y avait des embrouilles, des bastons, quoi. Ça se passait un peu comme ça. Mais c'était une bonne excuse pour pas programmer du rap. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un traitement différent pour les rappeurs ? Ça, je l'ai demandé à Eric Bellamy. Il est directeur de Noeva Productions, qui est une société qui s'occupe de monter des tournées. Il a fait partie des premiers à faire tourner des rappeurs. Les programmateurs, ils sont surtout attirés par un rap plutôt engagé, plutôt alternatif. Mais au début, ils sont vraiment attirés par NTM parce qu'il y a une énergie de rock, par IAM, par Assassin, par tous ces groupes-là qui sont plutôt qui ont une énergie rock sur scène. Parce que c'est des programmateurs qui viennent de cette scène-là, du rock. Mais il y a toute une frange de rap français qui ne veulent même pas voir toute la vague Mafia Qu'un Fric, etc. Les mecs tournent très peu en fait en réalité. Le moment de bascule, c'est les années 2000. C'est le moment où plusieurs artistes rap arrivent à s'imposer auprès d'un plus large public. Diams, Soprano, La Section d'Assaut ou encore Stromae. C'est aussi l'arrivée de nouveaux artistes, comme Orelsan ou un 995. Ça, c'est le groupe de Nekfeu. Moi, franchement, je pense qu'il y a un élément qui se passe en 2011-2013, je crois. C'est un 995 qui fait une grosse tournée des festivals, qui joue aux Vieilles Charrues. Et là, tu as tous les programmateurs qui sont là, parce que souvent, ils viennent à tous ces gros festivals. Il y a un pogo qui se passe, et les programmateurs se disent « Waouh, ça y est, c'est donc ça le nouveau rock ». Je pense que dans leur tête, il se passe un déclic à ce moment-là. Ça, c'est une première hypothèse qui explique l'arrivée si massive du rap en festival. Une deuxième hypothèse, c'est la prise en compte du streaming dans les certifications à partir de 2016. Avec ça, les programmateurs ne peuvent plus ignorer le succès du rap. Pour vous donner un exemple plutôt parlant, c'est le nombre de rappeurs qui ont rempli Bercy avant et après 2016. Avant, on a dans l'ordre NTM, Booba, Section d'Assaut, Kerry James, Gims en solo et Nekfeu. Et après 2016, la liste. On passe aux choses sérieuses, c'est maintenant qu'on parle argent. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs divisions selon la notoriété de l'artiste. Moi, je pense que ceux qu'on peut dire qui sont les grosses têtes, c'est quand même ceux qui remplissent plusieurs fois à Paris, que ce soit aujourd'hui Stade de France, que ce soit U-Arena, enfin Arena 92, La Défense, ou plusieurs Bercy, et aussi de la province. Et c'est eux qui vont rafler tous les festivals. On parle d'Orelsan, de Damso, de Djadja et Dinez, ou encore de SCH. D'après ce que m'a dit Eric Bellamy, mais aussi d'autres professionnels de la musique avec qui j'ai discuté, ces artistes gagneraient entre 150 000 et 350 000 euros pour un concert en festival. Il faut savoir que pour fixer ce montant, il y a différents paramètres. Si c'est un concert exclusif, ou si l'artiste fait la tournée des festivals, est-ce que cet artiste a beaucoup tourné en salle, et la négo est à chaque fois différente selon le programmateur et selon les festivals. Si on prend Aya Nakamura, elle toucherait autour de 350 000 euros pour un live cette année. Pour le belge Stromae, qui tournait l'année dernière en festival, lui toucherait jusqu'à 500 000 euros pour son show. Après, il va y avoir une seconde fourchette. C'est pour les artistes qui font des tournées en zénith. On parle de Gazo, de Soul King, de Ziak ou encore de Jossman. Leur cachet tournerait entre 40 000 euros et 100 000 euros pour une date en festival. Selon s'ils trouvent que tu es un artiste qui a plus de buzz que d'autres, que tu es plus hype, qu'ils aiment mieux ton show, qu'ils ont sur des critères qui sont souvent pas toujours fondés,
tu vois, mais sur lequel ils estiment qu'aujourd'hui ta valeur s'étend. Sur ces cachets, qui peuvent sembler énormes, il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est que tout cet argent ne va pas directement dans la poche des artistes. Il faut payer les gens avec qui ils travaillent, il faut payer la scénographie, le tourbus, etc. Les grands gagnants, c'est surtout les grosses têtes. C'est ceux qui vont enchaîner les festivals tout l'été. Ensuite, même si les cachets des artistes français montent, ils sont nettement inférieurs à ceux des artistes anglo-saxons. Je pense qu'on n'est pas sur ce phénomène-là encore de se dire cette année on va braquer tout le monde et c'est nous qui... Non, parce qu'encore une fois, on reste quand même des petits bras à comparer d'artistes internationaux anglo-saxons qui te demandent des prix incroyables, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, les Stormzy, tout ça, les mecs, c'est presque 1 million. Donc personne ne peut se le payer. Mais aujourd'hui, pour les festivals, ça commence à être dur. Le magazine Tsugi a publié une grande enquête sur l'augmentation du prix des cachets en festival, tous genres confondus. Elle se réduit à 3 points. Le premier, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est le Covid et le manque à gagner pendant le Covid. Et le troisième, ce serait l'augmentation des budgets alloués à la scénographie. Et la conséquence de tout ça, c'est l'augmentation du prix des festivals. Le prix moyen du billet jour est passé à 79 €. C'est 14% de plus par rapport à 2022. Si on résume la situation, les rappeurs prennent enfin la place qu'ils méritent en festival, mais dans le même temps, les festivals sont en galère et les billets n'ont jamais été aussi chers. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Nous, à Street Press, on part en vacances. C'était la dernière vidéo avant la rentrée. On se retrouve en septembre avec des nouveautés. Je compte sur vous pour vous abonner. Bonnes vacances. Ciao.